binaires, leur compréhension et leur décodage. Petite immersion. Micro au menton. Petite immersion. Alternativement technique et historique dans le monde merveilleux de la représentation des données. Je me positionne plus comme un animateur d'un débat concernant une problématique qu'une partie d'entre nous a rencontrée ponctuellement ou rencontre le plus souvent régulièrement, à savoir le décodage de flux typiquement sous forme de fichiers de données binaires. Certes, la tendance est à l'emploi de plus en plus souvent de flux textuels, nettement plus pratiques et portables. Il n'en reste pas moins que les importants formats de documents modernes et à plus forte raison historique sont ou étaient représentés en binaire. Exemple, on ne peut plus représentatif, les images bitmap qui sont, sauf rares exceptions, codées en binaire. Et ce choix perdu encore majoritairement pour ce type de données, tant une représentation textuelle serait même peu efficiente. Ici, bon nombre de formats dits standards sont correctement documentés et bénéficient le plus souvent de bibliothèques en permettant l'exploitation avec la plupart des langages de programmation courants, et en reste tout autrement pour tous les formats qualifiés de propriétaires ou définis pour un usage unique couramment documenté. Je crois pouvoir affirmer que la majeure partie des jeux anciens, et parfois même présents, adoptent un format de stockage de leurs données qui leur est spécifique. Pour une raison qui m'échappe, j'ai toujours été amusé, stimulé par la compréhension empirique des formats imaginés pour représenter différents types d'informations. La codification des caractères, en guise de premier exemple, peut sembler anodine. Elle revêt pourtant une palette de possibilités proprement ahurissante. Ces codifications sont le résultat tantôt de contrats techniques, tantôt économiques, parfois de réflexions élaborées et, occasionnellement, de choix pas toujours heureux ou montrant justement un manque de maturité. Maintenant, j'espère que vous avez bien écouté, qui peut nous rappeler sur combien de bits sont codés les caractères ASCII? Et normalement, 7. Antoine, effectivement, était... 4. Vous criez. La réponse politique m'intéresse, il n'y a pas de gagnant de toute façon. Sinon, nous, en termes de connaissance ou de rappel, et alors, au-delà de cette excellente réponse, pourquoi un tel choix peut sembler parfaitement partiel si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants historiques? Alors, pourquoi 7 bits? Alors, pourquoi 7? Parce que, oui, ça permettait de faire une parité peut-être ou excellent, effectivement. Là, ce qui est né effectivement dans les années 60, à une époque où les communications, y compris au sein de l'ordinateur, n'étaient pas si fiables qu'on pouvait finalement se permettre de ne pas avoir des systèmes de correction, de détection surtout d'erreurs, et notamment avec le principal qui était la parité. Et d'ailleurs, à ce titre, les plus anciens d'entre nous, sur les ordinateurs évidemment qui nous intéressent pas, qui étaient les PC, se rappelle qu'on avait 9 supports de mémoire chaque fois qu'on voulait rajouter effectivement de l'extension mémoire pour avoir ce 9e bit de parité qui est utilisé même au sein des communications, utilisé par les communications internes de l'ordinateur. Donc uniquement ça. Accessoirement, pourquoi 6 caractères séparent les majuscules des minuscules? C'est pas 6 caractères, ça on a dit les 30 ça commence par les chiffres. 30 jusqu'à 39. Après, on exagère. Après, tu as les majuscules qui vont de 41 exact jusqu'à 32. Et après, tu as 61 exact pour une minuscule qui va jusqu'à. Oui, ça ne répond pas à la question. Pourquoi 6 caractères? Pardon. C'est pour les séparer une puissance de 2, parce que 26 n'est pas une puissance de 2. Donc c'est la différence entre 32 et 26 pour pouvoir se voilà, exactement. Je formule. Exactement, parfait. 26 caractères, enfin, donne 26 valeurs plus 6 égale 32. 32 de puissance 5. Ça veut dire que ce qui sépare une majuscule, c'est un bit. Donc ça permettait effectivement de manière efficace de passer d'une majuscule à une minuscule. Ça ne veut rien, mais ça reflète effectivement une réflexion. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, c'est ça. Et ça veut dire qu'il y a une sacrée dose, on va compte d'imagination et d'idées, en fin de compte, de réflexion. Les deux réponses à cette question sont expliquées non pas dans la version française, mais dans la version anglaise de la page Wikipédia consacrée à la scie. Raison pour laquelle. Ah oui, sauf que. Alors.
Ah, Homer. Homer. Alors, Attends, ça a Homer Excellent. le fameux effet démo. Le fameux effet démo. T'as plus de wifi ou quoi? Il vient sur. T'as plus de wifi là? Je sais, normalement j'en ai, il vient de mon téléphone. Ah ouais. Mais c'est mon excuse-moi, emmerdeur de Mac. Également. Alors. Voilà. Le cutting de lowercase letters and sticks permettait effectivement de ne distinguer les minuscules des majuscules que d'un bit. Et l'autre endroit qui explique ce dont on parlait auparavant, si je cherche par ici, Parle plus fort Yannick, on n'entend pas. si je cherche par ici, effectivement, voilà, on expliquait que ce 8e bit qui est disponible dans nos onglets, dans lesquels sont rentrés nos caractéristiques, permettait effectivement de stocker, si on souhaitait, un bit de parité. Alors, on continue. Ne surtout pas croire que ce genre de questions n'est plus d'actualité, que les plus jeunes tentaient de voir en moi un passéiste modère leurs envies de m'inviter à retourner dans ma caverne pour y rejoindre mes congénères dinosaures. En effet, on pouvait me dire que l'ASCII est dépassé et a été remplacé depuis fort longtemps par des codifications autrement plus complètes et riches. Question, quelle codification de caractère massivement remplacé l'ASCII? Ça a été dit ce matin, j'aimerais vous l'entendre le rappeler. Oui. Unicode. Alors, plus spécifiquement et surtout pour les gens comme nous qui travaillent sur Mac ou sur Linux désormais. L'UTF-8, effectivement. Et alors, pourquoi je pose la question? C'est que. J'ai gagné quoi? J'ai dit tout à l'heure. Sinon, la satisfaction, effectivement, d'avoir partagé les connaissances. D'accord. Il faut vraiment parler dans le micro. Saviez-vous qu'il existe moult déclinaisons UTF-16, UTF-32 et surtout des variantes de la première UTF-16-LE et UTF-16-BE. LE-BE. Et dans d'autres contextes, nous serons confrontés à d'autres termes tout aussi barbares tels que MSB ou LSB. L'unité élémentaire de travail sur des ordinateurs depuis plus de 4 décennies dans l'OTEC. Alors, petite parenthèse de passage, seulement depuis 4 décennies auparavant, les constructeurs avaient adopté des largeurs de ce qu'on appelle des mots dans le jargon technique, quant aux 12 bits, surtout dans les ordinateurs scientifiques, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y avait des notions de collecte de données, et aussi typiquement des multiples de 9 bits, donc avec des mots de 9, 18, 36 bits, et ce qui explique aussi pourquoi pendant très longtemps l'octal, donc des regroupements de 3 bits, a été effectivement rédigé pour regrouper finalement et présenter de manière plus lisible, plus pratique effectivement nos données binaires. Justement, à ce sujet, j'ai une question, si je peux me permettre. Je t'en prie. C'est d'affûter le machin, si je me rappelle plus. Le BCDIC, qui est un truc IBM. Oui. C'est justement des variantes sur 9 bits ou autre, ou c'est une représentation des caractères sur 8 différents? Alors, probablement, il y a dû y avoir en fin de compte plusieurs versions parce qu'il n'y a pas le BCDIC, il y a des tonnes de BCDIC. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant une formation justement à une personne de l'AXA il y a quelques temps de cela, qui voulait justement écrire des outils de conversion BCDIC ASCII. Et à cette occasion, j'ai découvert qu'il y avait une multitude de déclinaisons de BCDIC. C'est impressionnant, effectivement, tellement ils en ont fait de variantes. Alors, je reprends. L'unité élémentaire de travail sur nos ordinateurs depuis plus de 4 décennies étant l'octet, à partir du moment où nous avons à manipuler des séquences de plus de 8 bits, il devient nécessaire de choisir dans quel ordre on va ranger les différents octets qui vont constituer une valeur. Ce choix, c'est ce qu'on appelle en anglais littleness. Avec ces deux options, le little endian, d'où le fameux LE, ou le big endian, d'où le fameux BE. Le little endian, la partie la plus faible de la valeur est rangée avant la partie la plus forte, évidemment, le contraire pour le big endian. On parle de petits boutiens et de grands boutiens, de bouddhisme, ou encore plus rarement d'indianisme, dans la langue de Molière.
Le bouddhisme. Alors, petit bouquin, grand bouquin, effectivement, qui sont les traductions françaises de Little Indian et Big Indian. Et pourquoi ces termes? Pourquoi petit bouquin, grand bouquin? D'où ça vient ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Gulliver. Exactement. Donc Gulliver, effectivement, qui échoue sur une plage et est recueilli par deux peuplades, l'un qui mange les œufs coques par le gros bout et les autres qui les mangent par le petit bout. Et qui se goûte une querelle effectivement éternelle à ce sujet. Bien joué, j'ai affaire des connaisseurs. Mieux, des représentations qui nous paraissent évidentes comme la représentation binaire, autrement dit en base 2, d'un entier peuvent être l'objet de débats et d'intenses délibérations. Si je vous demande quelles sont les valeurs des nombres entiers correspondant aux séquences binaires suivantes. 12. Ah bah non, que je te les montre, au moins. Alors, j'entends 3, 6, 8. Et bien évidemment, vous avez tout faux. Ce sont 2, 4 et 7. Ah. Ça dépend comment tu les lis. C'était en big ou en little. Attends, non. Ça dépend si c'est du binaire ou du ternaire. C'est à moins de Le fameux code de Gleick. Alors, j'ai découvert ça, c'est pas si vieux. C'est surtout pour nous forcer vivement à remettre en question nos certitudes, nos convictions, et effectivement à voir que la vérité est ailleurs, à voir qu'il y a effectivement plusieurs façons d'alimenter la représentation des données. C'est bien le sujet qui nous intéresse ici. Monsieur Cran, en fin de compte, a déposé, si je vais dire, un brevet en fin de compte sur quelque chose qui a été imaginé bien plus tôt par Baudot, donc même avant l'émergence de l'informatique. Et l'enjeu, en fin de compte, de cette représentation binaire des nombres entiers, c'est pour que, en passant d'une valeur à la suivante ou la précédente, on n'ait que un bit à changer à chaque fois. Donc, il y a vraiment des enjeux mécaniques, techniques, etc., qui sont très importants et qui justifient complètement, effectivement, ce choix de représentation. Si tous ici présents connaissent ou au moins entendu parler du DCD ou du BCD, en anglais pour Decimal Codé Binaire, c'était ici que ça se place. Voilà. Tout ça pour dire encore une fois que si on reste sur la problématique de l'emplacement des valeurs entières en binaire, certes, on retrouve une représentation ici qui est un peu plus, qui paraît plus naturelle, sauf qu'on va paumer 6 valeurs en fin de compte de l'emplacement binaire, simplement parce qu'on dit pour ne conserver que les valeurs décimales. Je t'écoute. C'est juste une petite anecdote qui m'est arrivée, parce que j'en suis resté. J'ai inventé le bug de l'an 2010. D'accord, le bug de l'an 2010, oui. Ça sent inventé. Non, ça sent justement, c'est à partir du codage. C'est-à-dire que un protocole bancaire, on lui passe un environnement de choses. Et il passe notamment l'année qui est collée sur 2 digits. Donc en 2000, là, c'était sur 00, en 2001, 01, 02, etc. Je suis arrivé à 09, tout allait bien, et au 1er janvier 2010, au lieu de coder 1, 0 pour 2010, les 1, 0, 1, 0. 1, 0. Ah, 10, oui. Moi je mets 0 A, donc bonne année 2001. Et donc je me suis retrouvé. C'est ballot. Non, mais janvier 2010, j'ai envie d'en être jeune. Surtout, mon patron m'a appelé à 3h du matin le 1er janvier 2010 en me disant par rapport à la dernière. J'y suis allé, et puis effectivement, j'avais souhaité à tous nos partenaires financiers une bonne année 2001. D'accord. Ça fait sympa d'être reparti avec un carton, quoi. Je suis gardé mon carton. Allez, dernier exemple qui résulte de contraintes technico-économiques et que vous ne connaissez que trop bien, l'agencement des données en RAM pour l'affichage graphique couleur sur Apple II. J'en fais des cauchemars par anticipation. Bon d'accord, peut-être que j'ai déjà un peu un chouïa. Ok, le cas concret qui m'a amené à aborder le sujet de ce talk est le projet plus une chimère et je l'espère moins qu'une marotte de portage d'un jeu Hurlement développé à l'origine par un CPC en ascendeur Z4 à destination de l'Apple II. Ce faisant, afin d'élargir notre horizon, il m'a paru pertinent de bousculer quelque peu nos certitudes ou nos croyances sans rappelant les faits évoqués ci avant. Deux principaux
deux principaux points d'achoppement dans cette entreprise, donc le portage de jeu. La partie dynamique, autrement dit le programme, le langage employé et au-delà les spécificités de matériel de la machine cible d'Apple II, ce n'est pas mon propos ici, encore que les caractéristiques matérielles incluent notamment la fiabilité graphique, leur représentation en mémoire vidéo ou encore le codage des sons. Deuxième aspect, la partie statique, les données ayant à l'époque assuré la réalisation du jeu destination des PC sous l'eau équipés de cartes CGA et ayant conservé les sources de ce travail, programme financé et données, il n'était raisonnablement aisé d'envisager une récupération de tous les éléments requis. En commençant par l'extraction des images qui constituent les lieux que l'on partant dans le jeu, ces derniers sont au nombre de 80, regroupés dans un unique fichier à raison d'une image partant de 2 K. Les images sont... Pardon. Ces derniers sont au nombre de 80 regroupés dans une fichier à raison d'une image partant de 2 KIO. Ah oui, les kibis, les kilos. Les kibis, effectivement, ça me paraissait intéressant d'en parler. Oui. Les images sont toujours en KO. Il a fait toujours KO alors qu'il font des plans. Depuis, allez quoi, 60 ans, 70 ans maintenant, rappelez-moi le développement du RAMAC par IBM. Fin des années 50, début des années 60, quelque chose comme ça. 59. Mettons. De mémoire. Donc premier disque dur. Depuis ce temps-là, nous avons une mésentente entre les constructeurs de disques durs qui constituent en fin de compte les irréductibles villages gaulois sur de leurs faits et tout le reste du monde informatique qui fait que les constructeurs de disques durs estiment qu'un K-octet contient 1000 octets, tandis que le reste du monde informatique considère qu'un K-octet contient 1024 octets. Alors ça a l'air de rien. C'est aussi vieux que ça? C'est aussi vieux que... Enfin, en tout cas, le schisme, il est vraiment entre les constructeurs de disques durs, donc on peut imaginer en tout cas que ça remonte au début des disques durs, et effectivement tout le reste du monde informatique à ma connaissance. Cette tas de choses a perduré, et comme ça, excusez-moi, ça coûte un peu la merde régulièrement, eh bien, il y a un groupe de travail qui s'est penché sur la question et qui depuis au moins une quinzaine d'années, c'est vraiment très bien en plus, alors que quasiment personne ne le sait, sauf ceux qui assistent avec vous, ils se sont mis en tête effectivement de définir effectivement une nouvelle unité de mesure, le fameux kibi-octet en français, ou kibi-byte en anglais, qui était en puissance de 10, tandis que les KO étaient en puissance de 2. Et donc ça permet de faire du distinguo. Et certains d'entre nous ont remarqué effectivement que macOS, depuis maintenant 4 versions à peu près, est massivement passé sur le KIO. Oui. C'est pas le ouais. Et c'est ce qui explique pourquoi, quand on choisit entre une pièce jointe, on vous dit, voilà, elle fait, mettons, 13 mégaoctets, mais en réalité, elle va faire 13 mégas 5 sur le disque dur, parce que le logiciel de cours électronique, lui, va parler justement en KO, tandis que notre système va parler en KIO. D'où ce petit décalage. Mais le décalage qui, au bout d'un moment, peut devenir important. Donc, ça méritait d'être mentionné. Donc, je reviens à mes deux cas de KIO d'images. Ces images sont monochrome, elles font 190 pixels par 82, enfin, 190 pixels de large, excusez-moi, je suis un peu trop vite, par 82 haut, dimension qu'il est facile, mais pas indispensable de retrouver dans les sources du programme. Le fichier ne dispose d'aucun en-tête ni d'aucune métadonnée. Un calcul rapide permet de comprendre s'il y a une importante perte de place de 128 octets entre deux images. Toutes ces précisions nous seront utiles dans un instant. Un des premiers objectifs que je me suis fixé était de pouvoir accéder à ces images pour les revoir, surtout pour leur appliquer des transformations en vue d'en réduire la largeur pour les adapter à la résolution d'Apple II, puisque tout le monde sait que sur un Apple II on a 280 pixels de large, tandis que sur la CPC d'où ça vient, il y en avait 320. Plus encore, dans le but d'économiser des octets afin de faire rentrer les 82 sur une phase de disquette sur la 143 KIO, alors que l'Amstrad fait 180 KIO par phase de disquette. Trois pistes que j'ai étudiées. Première piste, graphique converteur. Alors pourquoi graphique converteur? Parce que comme je l'ai mentionné,
Alors oui, la version d'évaluation, je le confirme, est gratuite, on va prendre un peu tout le reste. Mais surtout parce que Graphic Converter a dans son panneau de chargement offre, quand on choisit un fichier, donc là c'est ça, ça c'est le fichier qui contient justement tous les fameux lieux, les 80 lieux. Voilà. Comme il ne trouve pas d'entête dans ce fichier-là, il se doute qu'il ne s'agit pas d'un format connu comme le PNG, le GIF, que sais-je encore. Et alors, il propose effectivement de récupérer ça de façon brute en nous proposant effectivement de fournir les informations qui vont nous permettre de retrouver le format. Et pour peu qu'on ait quelques indications, voilà mes fameux 192 pixels de large, mes fameux 80 lignes de hauteur, etc. Format indique effectivement parce que c'est du monochrome, comme je l'avais expliqué. Et ainsi, je vais pouvoir récupérer, sinon toutes mes images, en tout cas une par une, pour peu que j'applique un décalage correspondant à la position qu'occupe l'image dans mon fichier. Puisque j'ai dit que chaque image occupait 2 octets, même s'ils n'en utilisent pas la totalité, si je me place à 2480 de décalage de 7 en modèle, évidemment je vais accéder à la 10e image de mon fichier. Oups. Ok. Voilà. Alors, si je procède ainsi, c'est un peu fastidieux parce que 80 fois de suite, effectivement, il va falloir que j'ouvre mon document et que je dise pour chacune des 80 images qui composent le fichier quelle va être son offset, ses dimensions, sa profondeur, etc. Parce que le petit détail qui manque, ça a l'air de rien, c'est effectivement le décalage, le remplissage qui peut exister entre deux éléments graphiques dans le fichier. Ça, il n'en tient pas compte. Donc, ça va provoquer un décalage si je veux tout charger à la fois. Deuxième piste, écrire un script, écrire un point. Je t'écoute. Oui, pardon, tu considères déjà, en tout cas tu sais déjà, pris comme hypothèse, que c'est une image noir et blanc, c'est ça ou, Comme j'ai dit, monochrome, effectivement, donc condition à bits. Et c'est ce qui me permet de faire. Je raffiche rapidement le panneau de chargement, une fois qu'on a choisi le document ouvrir. Écran qui veut. Ah, c'est parti déjà. Toc, les lieux, GRP, gros, c'est ici que ça se passe. Ah ok, j'ai pas vu, merci. De rien. Moins fastidieux, mais qui nécessite également un minimum de connaissances en programmation, la version programmée. Toc. Alors, plutôt avec celui-là. Au passage, d'aucuns vont découvrir un point qui se révèle assez intéressant, un paginateur, un visualisateur. Donc, alors, nécessite disons, de connaître le langage d'information, nécessite dans le cas de Python de connaître une librairie spécialisée qui va être capable d'exploiter des formats typiquement comme le PNG. Pillow Image Library est un de ces fameux modules, en tout cas le plus connu, le plus célèbre sur Python. Là, tout ce que je lui dis, c'est effectivement va ouvrir mon fichier qui contient tous les lieux. Tu vas en lire les 2 premiers octets, et puis tu vas effectivement le transformer en image, en tout cas dans la présentation interne du fameux module pile. Et enfin, grâce à ce module, en tout cas grâce à des fonctions avancées de ce module, je vais pouvoir enregistrer l'image et pouvoir plus tard la retrouver. Est-ce que ça marche? Python 3.7 de affiche. Alors ça n'a pas vraiment affiché, ça a juste produit un fichier. Open le fichier qui a été produit dans le répertoire TMP qui s'appelle premier lieu. Toc, toc, toc. Voilà. Tout le monde aura reconnu un clic. C'est pas, pardon. C'est joli. Si blanc ne doit pas être noir et noir, ça ne doit pas être blanc. Tout à fait. C'est négatif. Tout à fait. C'est bien pour ça qu'il y a une deuxième version. C'est négatif. J'ai bien fait de préparer mon truc.
Après, je ne connais pas l'image d'origine. Non, mais toutes les questions, on a toujours l'interprétation. Est-ce que le 0 doit être du blanc, est-ce que le 1 doit être du noir? Ça, c'est notre discrétion, notre appréciation. Donc, une version à peine plus sophistiquée qui va, cette fois-ci, lire la deuxième image. Donc, il y a un décalage. Je me positionne au début de la deuxième image. Et puis, la seconde différence importante, c'est effectivement cette petite opération sur les bits qui va les inverser. Les 1 vont devenir 0, les 0 vont devenir 1. Et où est Vraiment inversé, c'est une note. C'est une note. C'est juste une note. Et de fait, si j'exécute donc ce second programme, que j'ouvre donc la deuxième image, second lieu, cette fois-ci, voilà, c'est ce qu'on obtient. Ah oui, c'est plus beau. C'est effectivement plus lisible aussi, plus lisible. C'est correspond plus effectivement à ce qu'on s'attend à voir. Ceci étant, c'était pas, c'est pas tout ça qui a motivé cette présentation, cette proposition de présentation. Troisième piste. Donc, je vous rappelle, la première c'était un outil comme Graphic Converter, la deuxième c'était créer son propre programme à l'aide de modules plus ou moins spécialisés. Troisième piste. Comme je rêvais d'une solution plus pratique, en furtant sur Internet, j'ai découvert Kaitai. Alors, je ne sais pas quelle est la prononciation exacte. Mon fantasme était de pouvoir décrire ma structure de données à exploiter indépendamment de tout langage d'information. Et fait incroyable, ce fantasme a pris corps en la forme d'un projet nommé Kaitai Script. Alors, il faut que je revienne. Elle est possible celle-là. Ah. Alors. Plus sérieusement, si quelqu'un retrouve le dernier, comment je peux procéder? C'était l'image qui était en plein écran également, il y a vraiment peu de touches. Alors, on va essayer d'aller dans l'ordre. Amazon, Roger. C'est un table de luxe sur c'est quoi? C'est au page. Ça, voilà. Donc, ce projet-là, Kaitai Script, à mon avis, ça va en intéresser plus d'un. Voilà. Il s'agit, dans un format qui prend de plus en plus d'essor, qui est le YAML, de pouvoir justement décrire la structure des données qu'on va vouloir ensuite manipuler avec l'un ou l'autre des langages qui apparaissent à droite. Exemple concret. Exemple concret. Ça commence par la rédaction de ce genre de choses. Alors, c'est et plus intéressant, à peine mieux, c'est du YAML. Même si l'extension de l'ESTA à supposer. Voilà. Alors ça, c'est le travail que nous, on a à faire, à savoir décrire avec le langage, en tout cas avec toute la chaîne d'expression qu'offre l'outil Kaitai, la structure effectivement de nos données. Pour ceux que cela intéresse, Kaitai propose déjà tout un tas de ces fameuses définitions pour quelques-uns des formats les plus importants, typiquement, je ne sais pas, les images TIFF, et aussi des choses relatives à l'Apple II. Et le fait ici, j'espère évidemment que j'ai un document qui va contenir en fin de compte 80 ce que j'appelle images, que ces images elles-mêmes sont décomposées en 24 lignes, en 80 lignes, et que chaque ligne fait 24 octets de large. Et que entre chaque image, il va y avoir 2 octets moins 1120, à savoir la taille de tout ça, de l'image, c'est-à-dire 108 octets qui séparent chacune des images. Une fois qu'on a écrit ça, il faut compiler en fin de compte cette structure pour le langage cible pour lequel on veut exploiter justement la trion qu'on a écrit
dans la synthèse KiTi. Alors, comme j'ai pas une mémoire extraordinaire, il faut que j'ai mon mémoire ici. Je vais faire semblant que je connais tout ça par cœur, alors que c'est tout récent. Ça va me valoir un KiTi strict compiler, suit tout simplement de la target du langage cible. Moi j'aime bien Python, et de fameux fichiers de description justement de ma structure de données. Ça produit un module Python, en l'occurrence, qui va être mon lieu.py. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à importer ce module-là pour pouvoir accéder de façon pratique, efficace à mes images. Comment ça se présente? Sous cette forme-là, affiche troisième lieu, cette fois-ci, en ayant donc depuis mon module généré grâce à KiTi, fait un import de tous ces symboles. Et puis plus tard, on n'aura plus qu'à dire voilà, je charge tout le document avec cette fonction-là et en utilisant la structure de données que j'ai définie moi-même. L'accès à un des lieux se trouve être très facile, il n'y a plus qu'à fournir le rang, en fin de compte, quelques images dans la structure de données qui s'appelle des images de lieux. Évidemment, le premier lieu, ça sera d'indice 2. Et ensuite, je vais utiliser les fonctions de Hello Image Library pour produire une image qui va être sauvée en final au format PNG. Exécution de ce programme-là, Python encore une fois 3.7. Affiche troisième lieu, ça c'est juste pour que ça marche. Open mon TLP troisième lieu.png et voilà, c'est apparu ici. On peut l'agrandir un peu et voilà ce que ça donne. Pour terminer, enfin plutôt pour terminer, à nouveau, regardez, on va passer au KiTi là. Chose vachement intéressante, deux choses vachement intéressantes avec KiTi, c'est qu'il nous permet de voir en ligne, en tout cas dans un de ces pages, comment manipuler de façon interactive effectivement son outil, comment produire en fin de compte le fichier correspondant à l'appel du bulletin en ligne de commande, mais surtout, encore plus intéressant, un IDE en ligne qui nous permet de travailler sur nos propres données, c'est-à-dire que en bas à gauche ici, on va pouvoir, grâce à ces fonctions-là, charger nos propres données, nos propres documents, nos propres fichiers. Et ensuite, simplement, de manière interactive, en utilisant la syntaxe, alors là pour le coup, il n'y a pas de système de complétion qui nous aide à éviter ça, rédiger ça, mais en revanche, on a une interprétation interactive et immédiate qui permet de voir quelles sont les portions de données qu'il va pouvoir accéder en tout cas, quelles vont être les frontières et quelles sont ensuite les données que ça permet auxquelles ça permet d'accéder sur une opération qui effectivement correspond à celle qu'on trouve dans la majorité des langages de programmation. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas à la main justement que je rédigeais mon petit exemple, c'est grâce à cette IDE en ligne offerte par KiTi. Donc je trouve que c'est un bel outil. Et je me disais ce matin que ça pourrait valoir le coup que des outils comme Studio peut-être supportent le format KiTi ou peut-être même en génère, ce qui permettrait une synergie justement pour les gens qui seraient amenés à employer ensuite dans n'importe quel langage, dans la dizaine de langages qui sont supportés par KiTi. Alors dans l'expérience que moi j'ai, on a très rarement des objets bien rangés, bien séquencés. Et donc, pour une extraction comme ça, one shot, limite, il vaut mieux passer 2 heures à cliquer 10 fois sur le bouton ou 50 fois sur le bouton, parce qu'à chaque fois, il faut décaler d'un cran, sauter quelque chose. La largeur, par exemple, des sprites de Karateka, c'est jamais la même. Chaque sprite a une largeur différente. Et en fait, visuellement, tu le vois tout de suite, mais si tu devais faire ça sur les 250 bouts de sprite,
j'ai l'impression que tu passais plus de temps à mettre en route tout ça qu'à le Ah, faire c'est- en one shot à la main. C'est ça en fait la question. C'est possible, Voilà, j'ai un peu peur en fait. c'est très plausible. Ce qui m'intéressait en vous montrant ça, c'est dépasser le cadre aussi de festival, de l'Apple II et du rétro-portage en fin de compte des anciens jeux, parce que parmi nous, il y a tout un tas de gens qui font l'informatique à longueur de journée, et pour lesquels ça peut être, je pense, utile un jour ou l'autre de disposer d'un tel outil. En tout cas, moi, ça a été un de mes vœux, et j'ai eu la chance d'en voir la concrétisation. À titre anecdotique, donc il y a un langage qui est très riche, c'est-à-dire que mon petit exemple minimaliste ne permet pas de voir effectivement quelle est la puissance en tout cas d'expliciter de ce format-là, de ce langage-là. Et puis aussi, encore plus anecdotique, voilà. Toc. Alors j'avais dit une bêtise tout à l'heure en parlant d'Apple II, mais ils proposent d'ores et déjà les structures Calcline pour tout un tas de formats de documents, y compris des formats assez plus ou moins exotiques. C'est très très bien. Conclusion. Je ne doute pas que nous soyons nombreux dans l'assistance qui est plus nombreuse que ça, avoir eu besoin de déchiffrer un format SCON, aussi comme nous avons développé des stratégies variées, des heuristiques que je propose de votre optimité pour partager entre nous l'esprit de nos découvertes ou de nos réflexions. Autrement dit, ce que je montre là et ce sur quoi je suis tombé récemment, vraiment par hasard, comme ça le plupart du temps, si vous-même connaissez des outils effectivement qui s'apparentent à ça et qui peuvent vous faire gagner du temps et nous rendre plus efficaces, je souhaite effectivement vous inviter à nous les dévoiler. Non? C'est Tyler. L'éditeur. Non, ça c'est pour les jeux des Nintendo ou consoles. Non, mais ça c'est intéressant pour éditer des jeux de données style. Donc, En fait, c'est les tailles. C'est pour récupérer dans les ROM des jeux consoles les différentes. Je pense que si je tape ça, je vais trouver trop de choses. Voilà. La deuxième ligne. Ah. Ah oui, enfin oui, mais Tile 7 derrière. Taille 7 derrière. Alors, ça, Tile c'est bien ce que j'avais compris. 7. Ça, ou ça. Tile 7, Tile. Ouais, t'es sûr que c'est des c'est bon. Bon, studio, STU. Non. Ok, tu rajoutes ta LED après. Ça là? Ça? Alors, il y a des chances qu'il y ait des rangements sur Tile 7. Ça peut être bien pour effectivement convertir un jeu donné, enfin analyser un jeu. Tile 7, c'est des trucs de jeu. Et reconstruire quelque chose à partir de ça, ça peut être intéressant. Dans les tailles 7, où tous les trucs sur des carrés de 16 par 16 ou 32 par 32, ça marche très bien. Ouais. Mais dans les structures plutôt 8-16 bits ordinateur, où tu n'as pas de largeur de sprite identique, ou même par exemple, tu vois, si on prend Karateka, enfin, si on prend des jeux sur ST, l'image du sprite est en 16 couleurs de 4 bits, et en dessous, tu as le masque du sprite en 1 bit. Donc en fait, tu es en train de manipuler des données qui sont incrustées les uns dans les autres, avec des niveaux de profondeur de bits qui sont différents. Donc ça, en fait, ça va être très chiant à essayer d'automatiser, parce que tu n'as pas deux sprites à la même longueur, tu n'as pas deux sprites à la même hauteur, et il faut savoir où commence le masque et où finit le sprite. Alors, Et donc là, il y a besoin en fait, d'un humain. Alors, si c'est. T'as pas un entrée qui donne la taille de la largeur avant? Oui, mais je pense Oui, que mais il est trop c'est. loin. Il est beaucoup trop loin. Ah, Voilà. Il est dans une table qui est très loin, alors on pas les sprites, et la table, donc voilà, tu as un travail. Oui, un travail conséquent. Et encore une fois, pour souvent un usage qui est unique. Voilà, qui dit one shot. Donc généralement, ce que tu fais, c'est que tu vas à la main, et 2 heures après, tu fais tes sprites. Et entre je programme quelque chose qui va le faire et je le fais à la main, bon. Oui, en revanche, une fois qu'on l'a fait à la main, il peut être, je pense, intéressant d'avoir un formalisme, un standard en fait de formalisme pour plus tard assurer la maintenance de tout ça et que ça puisse être compris par tout à chacun. Ce que je veux dire, c'est que si nous-mêmes, une fois qu'on a trouvé le format, on le recode d'une certaine manière qui n'est pas plus visible et pas plus patate pour quelqu'un d'autre qui reprendra la main plus tard, un truc comme Calcline, je trouve, permet de formaliser. En ça, c'est peut-être intéressant, de standardiser en fin de compte la façon d'avoir décodé la donnée. Sauf que régulièrement sur les jeux, il n'y a pas de jeu dans la structure identique.
Donc malheureusement, Oui, non. contrairement aux jeux console d'ailleurs, qui eux sont standards, les jeux moi sur lesquels je travaille avec Studio, j'ai jamais Je fait ne la dis chose. pas de réutiliser la recette, je dis simplement que pour la maintenance, une fois que tu as Il n'y décodé, a pas de maintenance en fait, il fait du one shot, il extrait une fois et puis c'est bon. Alors, le problème, d'accord, c'est que quand tu vas 20 ans recoder- plus tard, quand c'est un autre programmeur qui reprend la main pour travailler sur les ressources qu'il a fait, etc., il refait le boulot, c'est ça que je veux dire. Non, parce que tu les as sortis dans ta sprite ressources, Oui. qui est un site, et tu as tous les sprites des jeux vidéo. D'accord. Déjà sortis, avec les backgrounds, en format PNG et GIF. Donc là, en fait, ils sont en visible un peu comme ce que tu aurais sur l'écran. D'accord. Donc là, en fait, quelqu'un qui veut retravailler, il ne va pas aller rechercher la ROM pour refaire le même boulot. Il va directement partir du sprite set. Par contre, s'il doit reprendre les jeux, en structure interne du jeu, il va lui les Oui, restructurer sur la ROM. évidemment. Par exemple, sur l'Apple 2GS, stocker le masque en 1 bit n'a aucun sens parce qu'on n'est pas sur du bit plan. En Atari ST, de toute façon, ils travaillent en bit plan, donc ils ont intérêt à avoir un masque 1 bit, de toute façon, ils vont devoir bouger les deux. Nous, sur Apple 2GS, les masques, si on doit les faire, on va les faire en 4 bits. Donc, de toute façon, si je devais stocker mon masque sur Apple 2GS, je stockerais un masque sur 4 bits et pas sur un bit comme Atari ST. Parce que dans mon utilisation, je serais beaucoup plus rapide. J'ai aucun intérêt à retransformer, à refaire un masque en 1 bit. Mais encore une fois, le propos ici, c'était pas exclusivement pour le décollage de données de jeux vidéo, c'est vraiment des données d'une manière générale binaire. Et la non-réponse finalement à ma question me laisse à penser que notre réflexe, c'est plutôt effectivement de faire du décodage à la main visuelle, ou encore de passer, comme je l'ai fait auparavant, par des scripts dans des langages divers et variés, mais que même si on en est arrivé un jour, on ne s'est jamais soucié en fin de compte d'avoir des outils tels que CalType qui permettaient de simplifier cette forme de représentation. Bien. Merci.